Bonjour à tous et à toutes, collégiens des classes de 5e du collège Charlotte Delbos de Tronget, soyez les bienvenus. Et puis, si nous avons des invités extérieurs, soyez les bienvenus aussi pour assister à ce qui constituera la dernière séance consacrée à la séquence 2 du programme d'EMC de 5e, intitulée Les différentes dimensions de l'égalité et la conquête de l'égalité en France. Et oui, l'ultime séance, du moins en ligne, à distance, qui sera consacrée aux inégalités hommes-femmes en France. Vous allez voir que là aussi il y a des arguments, il y a du grain à moudre, il y a des choses à voir, à étudier. Alors, si vous regardez la diapo et la démarche de la séquence, il aurait dû y avoir une dernière étape qui est celle du débat, mais ça ne se prête pas bien, à mon avis, au distanciel, c'est-à-dire qu'on attendra que vous et moi ayons tous réintégré le collège pour que l'on puisse trouver pendant une petite heure pour débattre ensemble du port de l'uniforme au collège, d'accord ou pas. On verra le moment venu, donc pour l'instant je vais laisser de côté le débat et nous allons nous concentrer donc sur les inégalités hommes-femmes en France. Grand C, les inégalités hommes-femmes ou femmes-hommes en France. Et pourquoi peut-on dire que ces inégalités hommes-femmes ont réellement, hélas, surtout pour les femmes, parce que c'est à leur détriment, c'est en leur défaveur, c'est-à-dire qu'elles vivent, elles sont en situation d'infériorité, hein, autant vous le dire tout de suite. Hein. Ce n'est pas les hommes qui souffrent des inégalités hommes-femmes, ce sont les femmes qui en sont les victimes. Donc pourquoi peut-on dire que les inégalités hommes-femmes ont réellement la vie dure, la peau dure en France aujourd'hui, comme par le passé? Eh bien déjà, les femmes sont victimes d'un stéréotype, hein, celui des tâches ménagères. On aura l'occasion d'y revenir plus avant dans cette séance. Et il y a quelques années de cela, en octobre 2015, la télévision publique, le groupe France Télévisions, avait cru trouver habile de faire réaliser un clip vidéo qui était censé mettre en avant l'égalité homme-femme, mais comme parfois cela peut arriver, ce qu'on croyait être une bonne idée ne l'est pas, ou du moins n'est pas à la hauteur des attentes, puisque ce clip a été critiqué de toutes parts, particulièrement par les mouvements féministes, c'est-à-dire ces femmes en général, mais des hommes peuvent être aussi féministes, qui se battent pour l'égalité des droits et qui n'ont pas beaucoup apprécié que le stéréotype de la femme au foyer occupée à repasser les chemises de monsieur soit mis en avant. Il y avait du second degré, c'était à prendre de manière humoristique, mais il faut le reconnaître, ça a été très 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 mal pris. Et le clip a été retiré très rapidement après avoir fait le buzz, mais comme on dit aujourd'hui, le bad buzz, le mauvais buzz. Alors, puisque j'ai évoqué le combat féministe, autant replacer le féminisme dans son contexte historique, quand bien même il n'est pas français à l'origine, puisque les féministes, les premières, celles qui ont été historiquement recensées, sont britanniques, à commencer par leur porte-parole, leur chef de file, leur patronne, Emmeline Pankhurst, que vous avez ici en photographie en train d'haranguer la foule,
Ces suffragettes, le terme est donc utilisé pour désigner ces femmes qui réclament le droit de vote, sachant que quand les hommes déposent un bulletin de vote dans l'urne, par le biais d'une enveloppe, eh bien, ils déposent un suffrage, et le suffrage n'est autre que l'expression de leur choix, ou du moins du choix de leur candidat. Donc ces femmes réclament rien moins que l'égalité des droits de vote et d'éligibilité avec les hommes. Donc là on est bien dans notre séance et dans notre séquence de MC dédiée à l'égalité. Et elles réclament ce droit à corps et à cri. Mais nous sommes à l'époque dans une société patriarcale, patriarcale de pater en latin, le père, donc une société dirigée par les hommes, et ces femmes courageuses se sont régulièrement heurtées à la mauvaise volonté des hommes, qui n'étaient pas disposés à laisser les femmes décider par elles-mêmes, qui n'étaient pas décidées à partager le pouvoir politique avec leurs femmes. Donc les suffragettes ont eu à se battre et à prendre des coups, au sens propre comme au sens figuré. Vous voyez ici une suffragette, d'ailleurs c'est arrivé à Emmeline Pankhurst elle-même. On voit une suffragette arrêtée par la police, sans ménagement, elle finira au poste. Alors si c'est une femme célibataire, elle finira par ressortir après une garde à vue, mais si elle est mariée, c'est son mari qui aura l'humiliante responsabilité de venir la chercher au commissariat comme un enfant qui aurait été arrêté par la police finalement, avec le risque en plus de se faire battre de retour à la maison. Des violences subies aussi par certaines suffragettes qui ont décidé de pratiquer la grève de la faim et qui ont été nourries de force, comme on le voit sur l'illustration, la deuxième illustration, Feeding a Suffragette by Force. On voit un homme politique, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a donné l'ordre que l'on nourrisse les suffragettes de force afin d'éviter qu'elles ne meurent et qu'elles ne deviennent des martyrs de la cause féministe. Donc on le voit avec une énorme seringue en train d'essayer de nourrir de force une suffragette avec du lait. Ça a fait polémique, parce que le Royaume-Uni est quand même l'autre pays des droits de l'homme et des libertés, et après tout, le droit de faire grève de la faim, c'est un droit, quitte à en assumer les conséquences. Et du reste, certaines suffragettes ont pris le combat féministe tellement au sérieux qu'elles sont allées très très loin dans les sacrifices qu'elles étaient prêtes à faire pour la cause. Et là, je voudrais évoquer rapidement le cas d'Emily Davison, qui s'est suicidée, littéralement, et en public, en se jetant sous les chevaux d'une course hippique, une course de chevaux, et pas n'importe laquelle, celle du Derby d'Epsom, c'est-à-dire la course de chevaux la plus courue d'Angleterre, la plus célèbre, et elle s'est jetée sous les chevaux pour interrompre la course, sachant que dans la tribune officielle, il y avait le roi d'Angleterre. Et c'est pour cela qu'elle avait décidé d'interrompre spectaculairement cette course, et elle y a laissé la vie puisqu'elle est morte piétinée par les chevaux. Et si vous ne me croyez pas, la vidéo est disponible, malheureusement, d'une certaine manière, sur YouTube. Je vous ai mis le lien si vous avez la curiosité morbide d'aller voir le sacrifice d'Emily Davison. Mais je ne vous oblige pas à aller regarder la vidéo. Alors, si on revient en France, et si l'on évoque le combat des suffragettes françaises, c'est-à-dire les sœurs d'Emmeline Pankhurst, eh bien, leur chef de ZFE, leur patronne à elle, s'appelait Louise Weiss. Enfin, il y en avait d'autres, il y avait d'autres mouvements de suffragettes en France, mais Louise Weiss est probablement la plus connue.
En 1934, elle fonde une association féministe, la Femme Nouvelle, qui finira par regrouper plusieurs dizaines de milliers d'adhérentes, ce qui n'est pas rien à l'époque, hein, les réseaux sociaux d'Internet n'existent pas. Et alors, ce qui est intéressant dans le combat féministe à la française, c'est qu'elles ont engagé un combat non violent. Elles ont parfois été victimes de brutalités policières, ou des brutalités parfois de leur mari, de leur père, ou des hommes, tout simplement. Mais elles-mêmes n'ont pas pratiqué la violence et ne sont pas allées jusqu'au sacrifice suprême, comme Emily Davison, côté anglais par exemple. Donc les suffragettes emmenées par Louise Weiss ont multiplié les manifestations de rue, avec des pancartes réclamant haut et fort le droit de vote, et même d'éligibilité, c'est-à-dire le droit de se présenter aussi à une élection, pour pouvoir être élu le cas échéant. En 1936, c'est peut-être leur plus beau fait d'armes, elles lâchent des ballons rouges, parce que c'est très voyant, lestés de tracts appelant au vote, au droit de vote des femmes, dans le stade pendant la finale de la Coupe de France de football. Et elles n'ont pas choisi ce match de football au hasard, parce que la finale de la Coupe de France voit traditionnellement le président de la République assister au match, puisque c'est le président de la République qui doit remettre la coupe au vainqueur. Et donc, c'est un peu comme pour le débit d'Epsom au Royaume-Uni, hein. On remplace les chevaux par des footballeurs, mais ça veut dire que seront présents dans les tribunes, la tribune officielle, les hommes politiques, les sénateurs, les députés, c'est-à-dire ces hommes qui auraient le pouvoir, s'ils en avaient la volonté, de permettre aux femmes d'obtenir le droit de vote et d'éligibilité. Et comme elles manient l'arme de l'humour, ces femmes, elles offrent aux sénateurs des chaussettes tricotées main, avec l'inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées ». Parce que justement, elles se moquent de l'argument qui leur a été souvent retourné. Mais vous les femmes, vous êtes faites pour vous occuper des enfants, de la cuisine et de repriser, de raccommoder nos chaussettes. Si vous vous mettez à faire de la politique, qui s'occupera de nos enfants, de nos repas, et qui raccommodera les trous de nos chaussettes? Donc voilà, les femmes veulent montrer qu'elles sont capables de faire les deux. Elles empêchent aussi le déroulement du Grand Prix hippique, c'est-à-dire la course de chevaux de Longchamp, en occupant le champ de course avec des pancartes portant l'inscription « La Française doit voter », probablement en hommage à Emily Davison. Alors, il faut reconnaître que les suffragettes, leur combat en apparence s'était perdu d'avance, parce que, surtout en France, parce que si l'anglaise, la britannique a fini par obtenir le droit de vote en 1918, et on peut penser que le combat d'Emmeline Pankhurst et le sacrifice d'Emily Davison ont beaucoup joué pour l'égalité du droit de vote des femmes au Royaume-Uni, et bien pour les femmes, il a fallu attendre longtemps. Il a fallu attendre 1944, c'est-à-dire l'après-Seconde Guerre mondiale, parce que là, ça devenait difficile de refuser à des femmes qui s'étaient battues comme des hommes dans les rangs de la résistance française. Vous comprendrez mieux quand vous étudierez l'histoire de France de 3e, ce sera votre programme. Les femmes ayant combattu comme des hommes, ayant partagé les risques des hommes, ayant souffert comme les hommes, ayant parfois été enfermés, battus, torturés, assassinés comme des hommes, c'était difficile, après la Seconde Guerre mondiale, de leur dire de retourner dans leur cuisine comme si de rien n'était. Donc c'est en 1944 que les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité, c'est-à-dire presque un siècle après les hommes, puisque les hommes, je vous le rappelle, c'était en 1848. Donc presque un siècle de retard. La femme obtient le droit de vote en 1944 et l'exerce pour la première fois en 1945, puisque la première élection auquel les femmes ont été conviées comme les hommes à participer, eh bien c'est en octobre 1945. Qu'en est-il aujourd'hui de l'égalité homme-femme en France?
ou plus exactement, devrais-je plutôt dire, qu'en est-il de l'inégalité des inégalités hommes-femmes en France aujourd'hui? Eh bien, si on prend un premier angle d'attaque, un premier angle d'analyse, un premier critère, qui est le critère de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire l'enseignement au lycée, la poursuite des études au lycée, si vous préférez. Bon, si vous regardez les statistiques qui sont affichées à l'écran, on se rend compte qu'il y a un léger déséquilibre en apparence entre le lycée général et le lycée général et technologique d'un côté et le lycée professionnel de l'autre. Il y a un peu plus de filles qui fréquentent le lycée général et technologique et un peu plus de garçons qui fréquentent les filières professionnelles plutôt que des filles. Bon, c'est un écart qui est relativement significatif, mais bon, qui est de l'ordre d'à peu près 10% en plus ou en moins, c'est pas extrêmement flagrant. Mais si on regarde un peu plus attentivement, on voit que aujourd'hui encore, l'enseignement est genré, c'est-à-dire lié au sexe, c'est-à-dire que très clairement, par exemple, dans l'enseignement général et technologique, les filles sont très peu nombreuses, anormalement peu nombreuses dans les filières scientifiques. Avec par exemple le bac STI 2D, vous avez même pas 8% de filles présentes en terminale scientifique. Donc ça, c'est clairement pas normal. Et ça laisse entendre que c'est pas demain la veille qu'on aura une nouvelle Marie Curie, 2 fois prix Nobel de sciences en chimie et en physique. Et ça prouve qu'il y a un réel problème dans l'enseignement, parce que on ne peut pas croire que les filles soient allergiques à ce point-là aux sciences. Demandez à Madame Brassamin, votre professeur d'SVT, ce qu'elle en pense. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette filière n'attire pas les filles parce qu'on leur a peut-être laissé entendre les années précédentes, notamment au collège, que les sciences c'est une affaire sérieuse et que c'est plutôt pour les garçons. Voilà. Inversement, le bac littéraire, visiblement, c'est davantage pour les filles, avec 80% de filles, 4 filles sur 5 dans une classe. Bon, et ça date pas d'hier, c'était déjà mon cas quand j'étais moi-même au lycée, en tant qu'élève. On voit aussi que dans l'enseignement professionnel, là aussi, il y a véritablement des inégalités flagrantes, presque caricaturales, parce que par exemple dans les filières qui sont destinées aux futurs professionnels des services à la personne, 97% de filles pour 3% de garçons. C'est ahurissant et il y a encore pire finalement comme déséquilibre, parce que même si on voit de plus en plus de filles dans les garages ou dans les chaînes de montage, par exemple chez Renault ou chez Peugeot, eh bien force est de constater que dans l'enseignement professionnel en 2014, vous aviez moins de 2% de filles dans les filières mécanique auto et moteur. Bon, donc ça prouve qu'il y a encore bien du travail à faire pour ouvrir certaines filières aux filles, parce qu'elles sont considérées encore trop largement comme une chasse gardée, comme une spécialité pour les garçons. Tout aussi grave, la pauvreté. Alors vous vous rappelez peut-être qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps en géographie, les inégalités de la richesse. Je me permets d'y revenir quelques instants dans le cadre de ce cours sur l'égalité homme-femme, parce que très clairement, les femmes, en particulier les jeunes femmes, sont davantage touchées par le risque de vivre sous le seuil de pauvreté que les hommes. C'est malheureusement pour les femmes prouvé de manière statistique. Et ça tient aussi au fait que certaines filles sont moins diplômées que les garçons, et que, pas encore une fois par manque d'intelligence, demandez à votre professeur des SVT,
Elle vous prouvera que le cerveau d'une fille n'est pas inférieur au cerveau d'un garçon. C'est pas une histoire d'intelligence, mais ça peut être aussi une histoire d'ambition. Ça peut être une histoire aussi de milieu social qui fait que vous allez pouvoir poursuivre des études longues ou pas, malheureusement. Il y a aussi une inégalité sur ce plan-là. Et quoi qu'il en soit, plus d'un quart des femmes actives exercent un emploi non qualifié et donc très mal payé. Et la proportion est divisée par 2 pour les garçons. Donc on voit que l'égalité homme-femme, c'est pas encore pour demain sur le plan économique et professionnel. Oui, vraiment, ça n'est pas demain que l'égalité homme-femme sur le plan salarial sera à l'ordre du jour, malgré la loi qui affirme déjà depuis 1946 que la femme est l'égale de l'homme dans tous les domaines, mais du discours à la réalité, il y a une marge qui est très importante, puisque le mercredi 4 novembre 2020, la presse, les médias français titraient tous sur le fait qu'à partir de ce mercredi 4 novembre, les femmes travaillent gratuitement. Alors, entendez par là que la différence de salaire entre les hommes et les femmes font que c'est comme si les femmes n'étaient finalement payées que l'équivalent de 10 mois par rapport aux 12 mois des hommes. Ce qui représente donc un écart de salaire très important qui est situé aux alentours de 15%. Ça veut dire que à condition de travail égal, à diplôme égal, horaires égaux, quand l'homme gagne en moyenne 100 €, la femme n'en gagne en général que 85. Alors, ces inégalités qui sont contraires donc à la loi, en principe, s'expliquent concrètement par le fait que souvent, les femmes sacrifient leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants, prennent des congés parentaux que ne prenaient pas jusqu'à une date récente les hommes, mais une nouvelle loi fait que l'homme se retrouve maintenant en situation de prendre lui aussi un congé parental, donc ça permettra peut-être de corriger les choses à plus ou moins long terme. Mais jusqu'à maintenant, c'est plutôt la femme qui sacrifiait sa carrière, qui ratait des promotions. Donc il ne faut pas forcément voir dans ces inégalités salariales l'expression d'un sexisme. Ça peut arriver aussi. Vous avez peut-être des patrons qui préfèrent avoir affaire pour les responsabilités à des hommes plutôt qu'à des femmes, parce qu'un patron peut aussi se dire si celle-là tombe enceinte, allez, dans 3 mois ou dans 6 mois, elle va me claquer entre les doigts, je vais être obligé elle va prendre un congé parental, donc je préfère plutôt choisir un homme. Ça, ce sont des comportements qui peuvent arriver, mais donc c'est pas forcément souvent lié au sexisme, mais c'est lié à cette réalité que la femme sacrifie davantage sa carrière professionnelle que l'homme. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec environ 15% d'écart aujourd'hui, eh bien, c'est un peu en baisse, puisqu'en 2012, l'écart était plutôt aux alentours de 19-20%. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout dépend des secteurs, sachant qu'il existe 2 grands secteurs d'activité, le secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires d'État, pour lesquels la loi est en général davantage respectée, parce que si l'État ne donne pas lui-même le bon exemple, eh bien, il ne peut pas espérer être suivi par les autres. Par contre, les écarts sont plus importants dans le secteur privé, c'est-à-dire le secteur qui ne dépend pas de l'État.
Et ensuite, à l'intérieur du secteur privé, eh bien, il peut y avoir des écarts qui peuvent être très faibles, comme dans la construction, hein, le BTP, le bâtiment travaux publics, où les salaires sont à peu près identiques hommes-femmes. Mais par contre, visiblement, chez les comptables ou dans les assurances, les écarts sont beaucoup plus importants, puisqu'en 2012, quand un assureur, un salarié d'une assurance gagnait 100 euros, eh bien sa collègue femme n'en gagnait visiblement que 60. Donc il y a encore du boulot, mesdames, mesdemoiselles, pour arriver à l'égalité salariale. Dernier critère d'analyse, dernier angle de réflexion, parce qu'on s'approche quand même de la fin de la séance. Qu'en est-il de l'ouverture de l'armée française aux femmes? Eh bien, là encore, vous allez le voir, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, selon que l'on est plutôt un pessimiste ou un optimiste, parce qu'il y a à la fois du positif et du négatif. Alors, dans le positif, commençons tout de suite par là, eh bien, l'armée française, visiblement, j'avoue d'ailleurs que je le découvre avec vous, c'est l'une des plus féminisées au monde. Donc une des armées modernes qui a le plus ouvert ses portes aux femmes. Et pourtant, vous voyez que tout est dit dans la phrase, dans la première phrase, il y a du négatif et du positif dans la première phrase. Et pourtant, l'armée française ne compte aujourd'hui que 15,5% de femmes parmi ses militaires. Ce qui laisse encore près de 85 hommes sur 100 dans cette prestigieuse institution qu'est l'armée française. Alors là encore, les statistiques diffèrent fortement selon les corps armés. 10% de femmes dans l'armée de terre seulement, 14% dans la marine, qui a pourtant longtemps, me semble-t-il, fait de la résistance, mais qui visiblement en fait moins qu'avant, 23% dans l'armée de l'air, et 58% au service de santé des armées, c'est-à-dire que là, visiblement, c'est dans ce service de santé qu'on a le plus de chances de croiser des femmes, mais ça devait déjà être le cas bien avant, avec le stéréotype de l'infirmière par exemple. Et en ce qui concerne les grades supérieurs, là le chiffre tombe comme un coup près, seulement 7,8% des officiers et officiers généraux sont des femmes. Donc l'image est un peu trompeuse, là on voit une femme qui commande un groupe d'hommes, mais bon, sachez que ça reste encore très largement l'exception, qui ne confirme pas la règle. Malgré tout, les mentalités changent, les temps changent, parce qu'aujourd'hui par exemple, la ministre des Armées s'appelle Florence Parly, c'est une femme. Il y a de cela 20 ou 30 ans. Bon, c'est pas la première femme à diriger l'armée française, enfin diriger, à être le ministre en charge des armées. C'est pas la première, mais ça n'est pas si vieux que cela. Aujourd'hui, c'est très bien accepté, me semble-t-il. Bon, j'imagine qu'on doit pouvoir trouver encore des gens qui trouvent qu'une femme à la tête des armées, ça fait pas très sérieux. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai pas entendu dire que les compétences de Florence Parly étaient remises en cause. Comme on le voit sur cette photographie, la cohabitation homme-femme dans l'armée française au poste de pouvoir a l'air de bien se passer. Et ce qui va aussi dans le bon sens, c'est que Florence Parly a proposé, a mis en place un plan mixité des armées avec 22 mesures phares pour permettre aux femmes d'être à la fois plus nombreuses et surtout de gravir les échelons de l'armée française, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent en situation de responsabilité. Alors évidemment, ça peut ne pas plaire à certains hommes qui risquent de se voir concurrencés par des femmes. Eh oui, mais la concurrence fait aussi partie de la vie. Parce que plus globalement, et je finirai sur une réflexion qui sort du cadre strict de l'armée française, la société doit
essayer d'échapper le plus possible aux stéréotypes de genre. Hein, je parlais tout à l'heure de filières genrées pour les filles et les garçons au lycée, mais c'est dans la société qu'on reste encore prisonnier de certains clichés qui font que les femmes sont pas faites pour la mécanique auto. Moi qui suis un homme, je ne vous cache pas que si ma voiture tombe en panne, je ne sais même pas, et je ne suis même pas sûr de savoir retrouver le radiateur, la courroie de transmission, le fameux joint de culasse. J'en ai entendu parler comme tout le monde, mais je ne saurais pas vous dire ni à quoi il sert, ni où il se trouve dans un moteur. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on s'y connaît en mécanique auto. De la même manière que sur la photo de droite, vous avez sous les yeux un mailloticien à l'œuvre. Ah, un mailloticien, c'est un spécialiste, un professionnel de la maillotique. Et la maillotique, c'est tout simplement l'accouchement. En fait, un mailloticien, c'est un sage-homme. Sauf que ça se dit pas sage-homme. On parle toujours de sage-femme, ces femmes qui aident à l'accouchement des futures mamans. Eh bien oui, mais pourquoi un homme ne serait pas en mesure de pratiquer un accouchement et le suivi d'un nouveau-né? Il n'y a pas de raison à cela. Pourquoi est-ce qu'on resterait sur cette idée que la douceur, le soin apporté aux enfants, c'est uniquement maternel? Vous avez des femmes qui maltraitent les enfants, comme vous avez des hommes qui n'y connaissent rien en carrosserie. Il faut sortir de ces clichés qui réduisent les chances pour les hommes et les femmes parfois de trouver un épanouissement professionnel dans des filières auxquelles ils hésitent à prétendre parce que, non, certaines filières c'est pour les hommes, certaines filières sont pour les femmes. Il faut sortir véritablement de ce stéréotype. Et si, très modestement, la séance que je viens de vous proposer vous aide à vous convaincre que vous êtes libre de choisir la profession de votre choix, eh bien, je n'aurai pas perdu mon temps, et vous non plus. Il est temps, même si je suis loin d'avoir épuisé le très vaste sujet des inégalités hommes-femmes, il est temps de tenter de dresser un état des lieux, autrement dit un bilan, des inégalités hommes-femmes en France aujourd'hui. Donc un bilan, c'est simple, hein, ça comporte, c'est un peu comme une balance, ça comporte deux plateaux, ça comporte deux cases, ce qui est en positif, ce qui est en négatif. Donc les progrès déjà réalisés par la française, donc ça c'est le positif, donc c'est en vert. Et puis en rouge, les progrès qu'il reste à accomplir, autrement dit, ce qui n'est pas encore bon, ce qui n'est pas encore relevant de l'égalité homme-femme. Donc je vous laisse lire chacune des cases de l'exercice. Si vous réfléchissez bien, si vous lisez bien, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver le positif et le négatif dans cet exercice. Mettez-moi sur pause pour bien faire votre travail. Sur la planche 5 que je vous ai distribuée en classe la semaine dernière. Alors, en positif, eh bien, depuis 1907, la femme peut disposer de son salaire sans l'autorisation de son mari. De même, à partir de 1965, une femme peut ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari et peut donc faire ce qu'elle veut de son salaire. Le préambule de la Constitution de la République affirme depuis 1946 la stricte égalité des droits entre l'homme et la femme. Bon, comme je vous l'ai laissé entendre, ça c'est la théorie, la pratique est moins reluisante, mais c'est quand même toujours une bonne chose que sur le papier, au moins l'égalité soit proclamée entre l'homme et la femme, surtout au pays de la liberté, de la fraternité et de l'égalité.
Depuis 1971, la loi rend obligatoire l'égalité salariale homme-femme pour un même travail. Bon, sauf que, je vous l'ai expliqué, avec ces histoires de promotion, de congés parentaux, la loi a du mal à être appliquée. La femme est devenue une citoyenne en obtenant le droit de vote et d'éligibilité en 1944. À partir de 1965, toujours, décidément c'est une grande année pour les femmes, une femme peut décider de travailler sans l'autorisation de son mari. Ce qui veut dire qu'avant, une femme qui voulait travailler, soit il fallait qu'elle soit célibataire, pour ne demander l'autorisation de personne, soit il fallait que son mari soit d'accord. Et vous aviez des maris qui préféraient se passer d'un salaire, parce que si une femme n'avait pas de salaire, eh bien elle dépendait financièrement de son mari, et quand une femme dépend de son mari, elle n'est pas tout à fait libre de faire ce qu'elle veut, et notamment par exemple de le quitter. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, 40% des députés sont des femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Alors effectivement, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Vous pouvez le mettre en rouge en considérant que il y a encore des progrès à accomplir. Hein. Il manque 10% pour arriver à la parité. Oui, mais on part de très loin. Les femmes étaient moins de 10% des députés il y a de cela un demi-siècle. Donc malgré tout, ce sont des progrès. Alors après, il reste malheureusement ce qui n'est pas un progrès, hein, ce qui est plutôt une inégalité encore bien vivante. 3 femmes seulement à la tête des 40 firmes françaises cotées à la Bourse de Paris, hein, des dirigeantes de grandes entreprises. Et je me demande même d'ailleurs si la proportion n'a pas encore baissé, parce que je crois avoir compris qu'il n'y en a plus qu'une seule. Alors une seule sur 40, il y a du boulot. Hein. Aucune femme n'a été élue à la présidence de la République française depuis ses origines. Hein, je crois qu'on en est à 8 présidents de la République, aucune femme. 2 femmes seulement ont été en situation réellement d'être élues, mais ont échoué toutes les 2. Donc à quand la première présidente de la République? On le verra bien. À diplôme égal, une femme gagne en moyenne donc un salaire environ 15-20% moins inférieur à celui d'un homme. 2 fois plus de temps passé par les femmes dans les tâches domestiques et d'éducation que les hommes. Et vous pourrez peut-être le constater vous-même, parce que c'est peut-être bien votre maman, votre grande sœur qui va se dévouer pour vous aider dans votre travail à distance. Moins d'un militaire sur 5 est une femme dans l'armée française aujourd'hui, donc là encore, il y a du boulot à faire. Et je ne vous parle pas des carrosseries, des garages. Hein. Voilà, il est temps de se quitter sur cette 3e et dernière leçon consacrée à l'égalité en France aujourd'hui. Leçon intitulée Les inégalités hommes-femmes en France. Je vous en donne lecture. N'oubliez pas de relire et d'apprendre votre leçon. Ça pourrait toujours servir à la rentrée. La française est longtemps restée en situation d'infériorité sur le plan civique par rapport à l'homme. L'égalité proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la fameuse DDHC de 1789, ne concerne pas la femme, reléguée au rang de mère, femme ou fille du citoyen. Le Code civil de 1804, premier recueil des lois écrit en France par Napoléon Bonaparte, proclame que la femme doit obéissance à son mari. Ça veut tout dire. En 1848, le suffrage universel, proclamé à travers les droits de vote et d'éligibilité, est réservé aux seuls hommes. La loi des hommes a longtemps maintenu la femme sous la dépendance de son père ou de son mari, la reléguant à la condition d'éternelle mineure. Fruit du combat féministe mené par les suffragettes françaises, j'avais cité Louise Weiss, mais on pourrait aussi citer Hubertine Auclair, qui a le mérite d'être une bourbonnaise d'origine. Donc c'est pour ça que je la cite dans la leçon, du côté de Montluçon, là. Tout au long du XIXe siècle, la française n'obtient le droit de vote et d'éligibilité qu'en 1944, devenant enfin définitivement une citoyenne à part entière. D'autres combats ont permis à la femme d'acquérir son indépendance, droit de choisir seule de travailler et de disposer de son salaire, mais les inégalités restent encore très importantes à ce jour et pas que au niveau des salaires.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous reverrons à distance bientôt et ça devrait être, oui, c'est même sûr, ça sera pour une nouvelle séquence d'histoire. Bonne journée, à bientôt!